diffusion officielle. Welcome to Gojo TV. Welcome to Gojo TV. Gojo TV, c'est toute une aventure. Microphone politique. Qui a dit quoi? Bonjour Victor, il paraît que vous faites... Bonjour Hag. Vous faites des miracles, il paraît. Non? Des miracles comme tout le monde, regardez. Ce sont des personnes qui sont là tous les samedis. Ah ouais. Alors, Là, je suis là en tant que militant. oui. Vous avez compris que depuis 15 mois, Ouais. les familles des soignants sont dans la grande difficulté. Très grande difficulté. Et donc, on s'est mis d'accord pour se retrouver tous les samedis à 14h ici, Ouais. à la croisée des trams, à Nantes. D'accord. Et le message est le suivant. Ouais. Soignants suspendus, stop. Ouais. Et obligation vaccinale, stop. Vous avez compris qu'il y a deux combats qui sont les mêmes en fait. Ouais. On a un gouvernement qui abuse de la crédulité publique avec la peur pour imposer une vaccination qui n'en est pas une, dont personne n'a la composition de la vaccination. Tout le monde est cobaye. Et donc les soignants qui eux sont conscients que les procédures ne sont pas respectées et qu'on a pris les gens par la peur en faisant tout pour rendre interdits les médicaments qu'il y a au Sénégal ou ailleurs, comme l'hydroxychloroquine, etc., qui marchent très bien. On a juridiquement fait un précédent en interdisant ces médicaments pour imposer cette vaccination qui n'en est pas une et qui, potentiellement, est très toxique, puisqu'on commence à voir, sur les 15-45 ans, beaucoup plus de morts que d'habitude. Il y a à peu près un ratio entre 7 et 10%. Alors ça, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Donc, il y a de quoi refuser la vaccination obligatoire. On ne dit pas que on ne permette pas aux gens de se vacciner s'ils le souhaitent, mais qu'elle soit obligatoire et sûrement très dangereuse. Voilà. Et donc, tous les samedis, je circule avec ma remorque pour le dire. Ici, il y a 13 caméras pour M. Macron qui regarde tout le monde avec ses caméras. Donc c'est juste comme ça, il m'a sur ses écrans vidéo tous les samedis. Et ça fait 15 mois, on est à la 60e. Alors, Voilà. qu'est-ce qu'on pense que ça peut faire, ce rassemblement? Grâce à vous, on fait savoir qu'il y a un problème, que la pratique n'est pas régulière. Point. Et que normalement, on doit tenir le consentement libre et éclairé des gens. Avant toute médication, on a le droit de savoir ce que l'on prend et on a le droit de dire oui ou non. Et là, il passe complètement au travers de ce dispositif, ce qui n'est pas régulier. Voilà. Donc, tout ça, c'est pour le dire aux gens. D'accord. Il faut interpeller le gouvernement quoi, pour qu'il arrête un peu. Mais c'est le dernier gouvernement en Europe qui interdit aux soignants de travailler. La punition, le « je vais emmerder les non-vaccinés » de Macron, La fameuse phrase. c'est le cas. Bonjour, ça va bien? Voilà, on est dans une situation d'un rapport de force. Non, au contraire. On est là, avec nos droits, celui de dire. Et c'est déjà pas mal. Et n'oubliez pas ça aussi. Ça, on a déjà vu. Ouais. Merci. Ok, si vous avez un dernier mot. Sur la Ne jamais lâcher. toujours continuer, toujours se battre. En tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie. C'est bon. Bah, quelle télé moi je passe pas sur des télés, moi. Non, mais... Pour arriver à ce niveau-là, depuis quand tu es dans la musique? Vous savez quoi, j'ai été au conservatoire de Sydney, j'ai fait la musicologie, j'ai pas chanté une note. Et j'ai jamais fait un cours de chant, ça m'est arrivé très soudain. J'ai chantonné dans
dans le couloir de mon appartement, je cherchais des lettres, une boîte à lettres. Et il y avait un voisin qui me dit bah, vous chantez mademoiselle, venez à mon concert. C'était un monsieur qui s'appelle, c'est un ami de vous d'ailleurs, c'est Clovis le musicopathe. Ah oui, oui. Et il m'a amené à un de ses concerts. Il y avait son pianiste qui me proposait de chanter. Moi, je pensais juste y assister. Mais j'ai chanté, j'ai découvert comme ça qu'on peut aller dans les jams, pour s'entraîner. Je me suis entraînée vraiment dans les jams à Paris, dans le 5e. Voilà. Ça veut dire que ça fait pas aussi très longtemps que tu es dans la musique, finalement. J'ai toujours fait de musique, mais c'était pas évident pour moi au début de faire du jazz. Je passais par le classique, je faisais du country en Australie, de rockabilly comme vous l'avez entendu au concert aussi. Et le jazz, ça m'est arrivé il y a 4 ans. C'est récent, mais dès que j'ai commencé, j'ai compris que c'était mon répertoire, je ne savais pas. Parce que moi, je te voyais jouer à la République et j'ai dit, c'est et tout. Et alors, je vais te laisser les derniers mots. Qu'est-ce que tu penses de la musique alors, en général? La musique en général, il faut en faire tant que possible. Il faut tester les choses. Personne ne devrait avoir peur de chanter. C'est une joie partagée. Et c'est tout. En tout cas, merci beaucoup. Et la prochaine fois, tu sais, tu me fais signe. Yeah, totalement. Ok, allez, Ciao. merci beaucoup. Ciao. I don't care who knows I am blue. My song wouldn't take long to give my heart away.
de la rue. On s'appelle Caribok et on vend des péniches. Voilà, c'est le premier qu'on vend de la Caribok. Pas cher. Caribok. Bon. Merci, Caribok. Yo t'es moins joli, yo te chou, yo t'es pas comme ça. Amatinico, yo t'es moins joli, yo te chou, donc ma casa, Zogalinisa, Zogalinisa, Machinica, c'est pour le pays, Zogalinisa, Zogalinisa. Léna. Je vous lis un poème, chacun unique et tous semblables. J'ai beau écarquiller les yeux, partout, je ne vois que des hommes, des grands, des petits, des gros, des maigres, des jeunes, des vieux, des beaux, des moches, des hommes, des femmes et des enfants, des bruns, des blonds, des roux, des chauves, des blancs, des noirs, des rouges, des jaunes, chacun unique et tous semblables. Avec entre eux, rivières, montagnes, forêts ou mers, ou rien du tout. Parfois des murs qu'ils ont construits, ou des mots qu'ils ne comprennent pas, avec sur eux le même soleil, plus chaud, plus froid, selon l'endroit, donnant la vie et la lumière
à chaque coin de notre terre. Une terre aux lois inéluctables, qui parfois tue aveuglément. Mais comme si ça ne suffisait pas, certains y ajoutent la guerre, alors que tant et tant ne veulent que paix. J'ai beau ouvrir bien grand les yeux, je ne vois partout rien que des hommes, chacun unique et tous semblables, enfants de notre mère la terre. Lina, automne 95. Rock and rock and rock and rock.
Enquête parallèle. Aujourd'hui, nous sommes au Maroc, à Aït Ben Haddou, avec Selecta Kati. On découvre. Je m'appelle Idar. Bonjour. Bonjour, ça va? Oui, et toi? Ça va, alhamdoulilah. Comment tu t'appelles? Idar. Tu vis ici à Aït Ben Haddou? Oui, je vis ici à Aït Ben Haddou. Je travaille avec les dromadaires, avec les touristes, mais maintenant, il n'y a pas de travail. Seulement, on cherche des plantes pour manger les dromadaires. La paille, il est très cher. L'orge aussi, il est très cher. Maintenant, on laisse les dromadaires seulement manger des plantes. Ah oui. Mais par rapport aux touristes, il n'y a pas de balades maintenant bien. Pourquoi les touristes, ils veulent plus faire des balades de dromadaires? Parce qu'il y a les personnes qui vont au Sahara. Ah ouais, alors du coup, mais ceux qui s'arrêtent ici, ils veulent pas faire de promenade? Ils ont déjà réservé, parce que maintenant, ils ont réservé tôt avant d'arriver ici. Oh, mais comment tu fais toi alors pour vivre? Maintenant, seulement... Comment tu te débrouilles? Maintenant, seulement, je laisse les dromadaires pour manger des plantes. Il y a déjà passé 2 ans de Covid-19. Maintenant, un année aussi, pas de travail. Et comment tu vis où toi? Moi, je vis ici à Aït Ben Haddou. À Aït? Et du coup, comment tu fais pour faire manger tes dromadaires? Je le laisse seulement pour manger partout. Des plantes comme ça, et je cherche des plantes dans les montagnes. Dans les montagnes? Tu leur ramènes de la montagne? Ils mangent quoi les dromadaires? Ils mangent tout ce qu'on trouve ici dans les déserts. Tout? Tu peux tout leur donner. Ouais. Et pourquoi? Et il y a des visites au site là-bas d'Aït Ben Haddou. Des visites? Des visites. Tu peux faire guide peut-être. Moi, je n'ai pas l'habitude. Oui, tu es un fermier, un homme de la terre. Mais moi, je travaille avant seulement avec les dromadaires, pas de l'habitude pour faire la Bien sûr. J'ai l'habitude de travailler comme ça avec les dromadaires. Ouais, parce qu'avant là-bas, le site d'Aït Ben Haddou, c'était les caravaniers dans le temps, ils s'arrêtaient là. Avant ils s'arrêtaient les caravaniers là. Ouais. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux gens du monde entier? Je dis aux gens du monde pour faire avant, ils ont fait des promenades ici, des balades, mais maintenant, ils ont réservé tout avant de viendre aux vacances. Donc, il faut que les gens reviennent à Aït Ben Haddou faire du dromadaire. C'est ça qu'il faut que... Maintenant, il y a des personnes il y a l'hôtel, il y a location, il y a les dromadaires, il y a même aussi des magasins pour... Oui, ça tue le business. Tout le business. C'est ça. Maintenant, c'est que les riches et il n'y a rien pour les autres gens. Ah, ouais, c'est ça, non? Les riches qui vivent seulement. Les autres, c'est pas juste, hein? C'est pas juste. Ah non, c'est pas juste. Je te remercie beaucoup. De rien. Tu es très gentil. Alhamdoulilah. Que Dieu te protège. La faille. Bonjour. Le doute s'installe. On ne sait plus quoi faire, où aller. Rien n'est respecté. Que faire? Bienvenue à Transmission, le journal officiel de www.web. La Cour. Il faut déjà accepter les fondamentaux. Le bien se reconnaît face au mal. L'imparfait face au parfait. La seule limite à notre réalisation
c'est le doute. Il est à bannir pour une bonne direction. D'accord. Chasser le doute et faire ce qu'il y a à faire. Merci. À bientôt pour une autre idée. Au revoir. Bonjour, c'est Loala pour notre mini-festival reggae. Reggae music, pour les noirs, pour les blancs, les petits et les grands, les gentils, les méchants, tout le monde dans la danse, sinon. Et aujourd'hui avec Yanis Odua. Bonjour Yanis. Comment ça va? Ça va et toi? Mais moi ça va super bien, on est là dans le festival, on est chaud, on est motivé avec toute l'équipe, on n'a qu'une hâte. Pour ceux qui nous connaissent, on a déjà les pieds dans le starting block, on attend le top départ, on est comme Usain Bolt. Une constante chez toi, c'est toujours ton sourire. C'est quoi ton secret? Mon secret c'est que j'aime la vie, je rends grâce tous les jours de l'avoir déjà et de pouvoir faire quelque chose que j'aime et de le partager avec des gens qui aiment aussi ce que je fais, donc voilà le secret. Ouais, tu as commencé la musique très jeune en Martinique. Quels sont les meilleurs souvenirs que tu as dans la musique? J'ai eu peur hein, sur le coup. J'ai eu peur que tu me resitues dans le temps. Alors, je me permettrai pas. Alors, les meilleurs souvenirs que je peux avoir dans la musique, ce serait déjà ma première scène. Parce que, en fait, à la base des bases, j'ai jamais particulièrement voulu faire de la musique. J'ai toujours été un kiffeur de son, comme beaucoup. Donc j'aimais juste entendre mon cousin qui chantait à l'époque, il avait des textes qui me parlaient, que je trouvais qui étaient très pertinents, en fait, qui parlaient de problèmes que je connaissais, en fait, donc même si j'étais pas concerné directement, je voyais de quoi il parlait. Et donc ça me parlait, et j'étais attiré par ce style musical en fait qui abordait des thèmes concrets. Donc j'étais un aficionados tout simplement, jusqu'au jour où tellement je connaissais les morceaux par cœur. En fait, on m'a annoncé sur scène, on m'a dit tu chantes tel morceau, j'ai fait mais non, on m'a dit mais déjà ils t'attendent déjà donc t'as pas le choix. Donc ça a été déjà un très fort souvenir que je pense que je n'oublierai jamais, qui sera gravé à jamais dans mon cerveau, dans ma mémoire. Après, j'ai eu la chance de croiser beaucoup d'artistes dans ma courte carrière quand même. J'ai eu la chance de croiser beaucoup de grands artistes que j'écoutais quand j'étais plus jeune aussi. Donc qui m'ont inspiré, qui m'ont donné envie de faire de la musique aussi, en fait, de continuer en tout cas. Et donc voilà, j'en ai encore, l'un des plus récents, ce serait le premier show que j'ai fait en Martinique après un bon moment, après une longue période, comme au moins 10 ou 15 ans, où j'avais pas fait mon vrai show. Bon, j'avais fait des petites prestations comme ça, mais pas un vrai show avec toute mon équipe, avec laquelle je tourne partout. Donc on a eu un très très bel accueil, vraiment que j'avais eu la chance de vivre dans d'autres pays. Et là c'était différent, là, de le vivre chez soi à la maison, c'était vraiment... ça va rester aussi gravé dans la mémoire, très très fort. Attends, tu dis petite carrière, mais quand même, je crois que cette année ça fait 20 ans. 30. 30 Et tu dis petite carrière. 30, ouais, ça fait 30. Quel bilan tu fais? Non, petite, je parle petite au niveau du public, du grand public, pas que des aficionados, de ceux qui écoutent que du reggae ou quoi que ce soit. Donc je ne peux pas prétendre avoir une grande carrière ou quoi que ce soit. Effectivement, je fais de la musique depuis que je suis très jeune, donc à l'heure d'aujourd'hui, je peux dire que ça fait partie de ma vie. Parce que j'étais encore, j'ai commencé, j'avais 10 ans et j'ai commencé à faire des scènes et à tourner, j'avais à peu près le même âge, donc ça fait partie de ma vie, de mon organisme, de tout mon fonctionnement et de tout mon être. Mais bon, je n'aspire pas spécialement à plus au niveau où mon objectif n'est pas de me faire connaître de la terre entière ou de quoi que ce soit, c'est juste de passer le message au maximum de personnes. Et comme je dis toujours, dans un concert où il y a 2000 personnes, s'il y en a 2 qui écoutent le message et qui en parlent autour d'eux, au moins je pourrais dire que la mission est accomplie. Voilà. En tout cas, bon anniversaire pour ces 30 ans. Merci beaucoup, parce que c'est cette année, effectivement. J'ai commencé en 88. Ah ouais. Voilà. Et tu peux faire un bilan? Bilan, non, pas encore. Parce que le bilan, ça se fait à la fin en général et j'ai pas fini, donc non.
première scène du Big Up, il t'a poussé à monter et à te lancer, mais quelles sont tes influences musicales? Est-ce que dans les gens qui t'ont poussé à monter sur scène, il y a des gens qui sont créateurs d'envie chez toi? Mais carrément, en fait, j'ai envie de dire que celui qui m'a lancé sur scène, j'ai été de ses plus grands fans pendant très très longtemps, mais très très longtemps, jusqu'à ce qu'il arrête de faire de la musique parce qu'en fait il nous a laissé, il ne fait plus partie de ce monde. C'était Daddy Irie, ça a été mon mentor et mon inspiration pendant très longtemps. Comme je disais, c'est lui qui m'a donné envie, qui m'a même interpellé sur la manière d'écrire les textes. Comme c'était mon professeur, mine de rien, avec lui, il n'y avait pas moyen d'écrire un texte qui n'avait pas de contenu, quoi. Il fallait un sujet, il fallait donc une intro, un développement et une conclusion, quoi. Et avec lui, si j'avais pas de bons résultats à l'école, c'était pareil, il n'y avait pas de sound system, il n'y avait pas de... Tu fais... c'est mort. Justement, tu viens de l'école du sound system. Yeah. Maintenant, tu tournes avec un band. Yeah. Alors, c'est quoi la différence? En fait, je viens de l'école du sound system, effectivement, parce que c'est par là que j'ai commencé, mais j'ai eu un professeur très très jeune qui s'appelait Lévi, qui faisait partie du groupe RMTG en Martinique, et c'est lui qui m'a enseigné le live, mine de rien. En fait, pas mine de rien, c'est lui qui m'a enseigné le live. Avec lui, c'était quand je venais en répétition avec lui. Si je bafouillais ou quoi que ce soit, il me disait tu rentres chez toi. Les gars qui sont là, ils n'ont pas de temps à perdre. Si t'es pas carré, va répéter. Et quand tu seras prêt, tu vas venir. Tu nous fais pas perdre de temps, tu fais perdre de temps à personne. Là, au moins, c'est une marque de respect. Mais là, ce que tu fais, c'est du dérespect. Donc, tu rentres chez toi, tu vas répéter. J'étais petit, hein. Pour moi, je disais ouais, les refs, les refs. Et quand je revenais et que j'étais carré, c'était carré. Il n'y avait pas de demi-mesure avec lui. T'es bon, il n'y a pas de problème. Tu dérespectes, mais tu. Real, live on direct. Big up Lévi, you don't know. L'apprentissage. Ouais, donc le sound system, j'ai commencé par ça effectivement, mais le live aussi. Donc ça a toujours été un de mes objectifs de finir un live avec un band et de créer même tous mes morceaux avec un band à la base. De créer mes morceaux avec un band et donc de les enregistrer avec le band et jusqu'à les représenter sur scène avec le même band. D'ailleurs, on big up ton band, Artical Band. No respect. Ça fait un moment que tu tournes avec eux. C'est ta famille. Ça fait 7 ans au moins, quoi, déjà. C'est au moins 7 ans. Moi, je les connais depuis 99-2000. Ouais, 99. Quand je suis arrivé en France. C'est Tironi qui me les a présentés à l'époque. On avait fait un morceau parce que Artical Band avait invité Tironi pour une session qu'il faisait sur un rhythm qu'ils avaient produit. On avait fait un morceau qui s'appelait Fresh à l'époque. Qui faisait ce que le massif demande, c'est que they're fresh when you're ready. Fresh, plus that you make them fresh. Remember. Yeah. Et donc c'est à cette époque que j'ai connu le Artical Band. J'avais déjà trouvé la manière dont ils évoluaient et qu'ils vivaient impressionnante parce que, comme je disais, comme j'ai connu ça a toujours été un de mes objectifs et de les voir eux-mêmes le vivre déjà, j'ai trouvé ça très très fort. Et de fil en aiguille, de par l'évolution, on s'est retrouvés tout simplement. Et donc on a commencé à travailler ensemble. Bon, il s'avère que ça a matché. Et donc voilà, donc depuis on s'est pas lâché. Vous avez des messages toujours positifs d'ailleurs. Mais c'est important pour nous parce que ça fait partie du reggae particulièrement. Pas de la musique en elle-même mais du reggae parce que le reggae c'est la musique du peuple avant tout. Donc on se doit de passer les messages du peuple. Donc oui. C'est clair. Et comment t'es tombé dans Rasta? En fait c'est particulier parce que justement moi j'ai toujours cru que j'avais rencontré Rastafari, mais quand j'ai rencontré Rastafari m'a montré que on ne devient pas Rasta en fait. On réalise qu'on est Rasta à un moment, mais on ne devient pas Rasta parce que c'est de par notre manière d'être et de par notre manière de vivre qu'on réalise que, mais en fait, les gens, après, mine de rien, quand ils nous voient, ils nous appellent hey, Rasta. Donc, on réalise que nous sommes déjà, en fait, on est comme ça. Et après, bon, moi, j'ai réalisé, pour répondre à ta question, j'ai réalisé que vraiment que ça me correspondait, que c'était ce qu'il me fallait dans ma vie pour évoluer. Je devais avoir 17-18 ans. Voilà. C'était là. J'ai commencé, j'ai pas commencé tout de suite. J'ai commencé à d'abord me rapprocher, connaître et tout, et après j'ai commencé. Ça a pris du temps à plus apprendre. Donc. Et quelle est ta vision de Rastafari?
Ma vision, c'est que pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, c'est une évolution dans la manière de voir les choses, surtout dans la vie que nous menons aujourd'hui, qui est une société de capitalistes, quoi, mine de rien. Dans la Rastafari, ça nous apprend à aimer respecter notre prochain, aimer respecter la nature qui nous entoure, qui est là avant nous. Donc à avoir des comportements et des responsabilités et comment dire, bon, profiter aussi de tout ça, mine de rien, mais il n'y a pas tant de restrictions que ça. La restriction, c'est le respect, quoi, tout simplement. Donc pour moi, c'est ça la vision, c'est l'évolution, c'est apprendre à vivre libre et apprendre à respecter ce qui était là avant nous. Donc la nature, la terre-mère. Tu fais partie d'une maison Rastafari? Non, en fait, moi je viens de l'école Guanacongo en Martinique. C'est là que j'ai tout appris à Rastafari. Après, j'ai check beaucoup de grands frères Rasta qui m'ont appris aussi, enfin qui ont partagé avec moi leurs connaissances, leur expérience, leur point de vue tout simplement. Donc je n'appartiens à aucune attache particulière. Je revendique effectivement que je viens de Guanacongo parce que c'est la réalité, c'est cette école qui m'a fait grandir, qui m'a appris tout ce que je sais sur Rasta à la base. Mais moi, à la base, je suis contre tout ce qui est religion ou quoi que ce soit, parce qu'une religion, pour moi, c'est une arme de guerre. C'est vraiment une arme de guerre. Donc, moi, je suis pour la foi, pas pour la religion. Parole de Sa Majesté. Yes. Give thanks. T'as des influences musicales qui t'ont fait développer ton sens artistique, mais je pense qu'il y a aussi des influences littéraires. Est-ce que tu pourrais nous dire des auteurs qui t'auraient inspiré, un style? Oui, alors il y a Aimé Césaire que j'ai étudié, effectivement. J'ai appris par d'autres, par des amis, par l'expérience de la vie, j'ai appris l'existence et le travail de Cheikh Anta Diop. Et donc ensuite, j'ai élargi le panel après sur d'autres auteurs. J'ai lu beaucoup de philosophes qu'on appelait Oumram. Et là, mon livre actuel, je suis en train de lire le dernier livre de Kémy Séba. D'accord. Voilà. Ces auteurs-là, qui sont des historiens de l'histoire noire, à leur manière, puisqu'ils racontent, ils retransmettent une histoire. Ça t'a appris quoi? Une exigence? Une envie de vérité? Oui, tout à fait. Ça m'a appris une exigence, une envie de vérité, parce que justement à l'école, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, on nous apprend par exemple, je vais prendre un exemple très concret, on nous parle de comment il s'appelle, Christophe Colomb. Donc Christophe Colomb, quand on continue les recherches, on apprend que il est responsable du génocide de la population arawa qui est dans la Caraïbe. Voilà. Il les a asservis, il a fini dans un asile psychiatrique alors qu'on nous le fait passer pour un héros à l'époque. C'est sûr. Voilà, il a détruit des peuples. Tu vois, il a exterminé un peuple intégralement et on nous le fait passer pour un héros à l'école. Donc c'est grâce à la connaissance de ces auteurs-là que j'ai appris la vérité, quoi, tout simplement. Parce qu'on apprend que la vérité n'est pas celle qu'on nous enseigne. Donc ça t'a donné une exigence dans ton écriture? Ça m'a donné une exigence et ça m'a intéressé sur ma vie. Parce que tout ce qu'on a voulu m'apprendre sur ce que j'étais, ce que je représentais, sur ce que mon peuple représentait, sur tout. Et donc ça m'a intéressé parce que je me suis dit, mais en fait, non. Parce que ça n'a rien à voir avec ce que je suis. Bon, quand j'étais à l'école, on m'apprenait vos ancêtres, les Gaulois. C'est ça. Alors que... on nous apprend la même chose. Oui, je suis d'accord qu'on apprenne ça ici, en France. Mais bon, par exemple, tu peux pas aller en Afrique et apprendre aux Africains nos vos ancêtres, les Gaulois. Aussi africains. Mais bien sûr, mais ça on n'apprend pas ça en Europe. On est bien d'accord. Voilà. D'où justement je me dis, il y a un souci, parce qu'on nous apprend une vérité qui n'est pas vraie, et la vraie vérité, enfin on nous apprend une histoire qui n'est pas vraie, pardon, parce qu'une vérité c'est la vérité. Donc on nous apprend une histoire qui n'est pas vraie, et la vérité en fait elle est complètement cachée, et c'est tabou carrément, presque. Parce que dès qu'on en parle, c'est ouais, toi t'es pro-ci, t'es pro-ça, je suis pro-vérité. Je suis pro-vérité. Je suis pro rien à part la vérité. Et pro-justice, ouais. Donc voilà. Yes. On peut parler de ton label un peu Legalize It. Oh, c'est plus mon label ça. Oui, mon label c'est Countdown Music. Maintenant, oui. Donc t'as créé deux labels, celui-là, Legalize It à une époque. Voilà. Ah, mais j'étais pas tout seul, nous étions 4 à l'époque. Et pourquoi
tu as eu envie de créer un label, tu as subi des censures, enfin... Non, c'est pas par rapport à ça du tout, c'est par rapport à l'envie d'expérience nouvelle au niveau où je me suis dit que j'ai vécu une certaine partie de ma vie en étant justement le produit de différents producteurs, quoi, justement. Enfin, j'étais, ouais, donc essayer de passer en tant que producteur et produire un peu ma propre musique, j'étais intéressé de voir ce que ça représentait et pour pouvoir comprendre aussi certaines exigences de producteurs, tout simplement. Donc c'est plus de la curiosité que de la mauvaise expérience. Voilà. Pardon. Est-ce que tu aimes être sur la route? Est-ce que j'aime ça? Ouais. Ah ouh là là, mon Dieu, je suis à la percussion. Tu tombes à ça? Ah ouais, vraiment. C'est-à-dire que quand on n'est pas sur la route, ouais, ça me manque, ouais, vraiment. Ouais. Et je préfère la scène de tout temps, hein, ça a toujours été comme ça par rapport au studio. Parce que le studio, je trouve que c'est très personnel en fait. Et moi, j'aime le partage, j'aime l'échange, j'aime quand c'est spontané. Je vois quand ça parle au public ou pas. Si ça parle pas, bon, ben, on switch, on passe à autre chose. Tu n'en restes pas dessus, on s'éternise pas. Quand c'est en studio, bon, tu sais pas. Ouais, tu crées tout seul. Tu crées et bon, tu espères que justement que ça ne te concerne pas toi tout seul, justement. C'est super bien de voir des artistes reggae donner cette dimension à la musique. Mais comment tu vois ton rôle à toi dans le développement du reggae? Mon rôle à moi? Oui. Non, mais moi j'ai aucun rôle dedans. Moi c'est une petite contribution que je ramène dedans au niveau où c'est un partage justement de ma petite expérience dans la vie et en tant que kiffeur de musique, comme je disais. En tant que kiffeur de musique, j'aime ça et en fait j'essaie de faire ce que j'aimerais entendre, tout simplement. D'accord. Y a-t-il autre chose que tu aimerais que les femmes sachent de toi? De moi, que je ne fais que de la musique et rien d'autre. Donc ne me mettez pas un statut que je n'ai pas ou quoi que ce soit. Musique, on aime la musique, et voilà, moi j'en fais. Give thanks pour le papa qui nous donne la force et l'énergie d'être là et de pouvoir partager ces moments qui sont vraiment chargés en énergie, chargés en love. Et moi c'est comme un carburant en fait, je carbure à ça en tout cas. Bah, merci pour cette interview. Je suis très content de te recevoir pour I Love Song. I Love Song, you don't know forever. Bless and blaze, I get this old straight come from West Indies, man in Africa. I love Song, bless. I got this old big up Gojo TV, you don't know. Bless and blaze forever. Mais c'est beaucoup de jeunes sources qui lancent se tourner vers la gamme. C'est parce que certaines personnes ont droit à ce qu'on ne les condamne. Ne dis pas que tu ne sais pas qui rentre la mort au kilogramme. La Caraïbe ne nous appartient pas, on n'a jamais. C'est uniquement pour travailler pour nous en abolition de l'esclavage physique théoriquement. Chacun fait maintenant ce plus fort que son reggae, c'est chant. La Caraïbe ne nous appartient pas, on n'a jamais. C'est uniquement pour travailler pour nous abolition de l'esclavage physique théoriquement. Chacun fait maintenant ce qu'il fait. Moi je veux rentrer chez moi. Y'en a qui se battent pour l'indépendance. La majorité préfère être sous la tutelle de la France. Suivent les lois de son système pour eux, là-dessus d'assurance. Pour montrer qu'ils adhèrent à fond à leur préférence. Souvent tout ce qui vient de l'extérieur à outrance. Pour savoir que je ne fais pas partie de leur manigance. A bientôt sur Gojo TV.